Bonsoir à tous, bienvenue et merci de répondre présent au rendez-vous de ce premier web chat organisé par la ville de Martigues. Vous allez pouvoir poser vos questions et dialoguer avec Gaby Charroux. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Le temps que les retardataires branchent les écouteurs sur leur téléphone, s'installent devant leur ordinateur, rappelez-nous d'abord pourquoi avoir décidé de mettre en place un tel dispositif ce soir. Tout simplement pour être en réponse aux questions des citoyens, des Martégal et Martégots, tout simplement encore au plus près d'eux et de leurs préoccupations, et en même temps utiliser un moyen un peu plus moderne. Moi j'ai eu fait dans le temps des téléphones sonnent, des réponses au téléphone à des questions, etc. D'ailleurs dans le monde professionnel, plus qu'élu d'ailleurs. Mais là, c'est un moyen de répondre. Je voulais au-delà des permanences que je fais très régulièrement chaque semaine, où je reçois des gens, mais qui posent des questions principalement sur l'emploi ou sur le logement, quelquefois d'urbanisme, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir 1000 questions différentes que se posent les habitants de notre ville. Et voilà, c'est une manière de tenter d'y répondre. C'est un essai en même temps, et je suis impatient de travailler ainsi. Alors beaucoup de questions ont déjà été posées depuis le 4 décembre, puisqu'il était possible sur le site ccapital.com déjà de s'inscrire et de poser sa question. Mais on va ce soir prioriser évidemment les questions qui vont venir en direct. Donc vous avez trois façons de les poser. D'abord, donc sur ce site www.ccapital.com, en minuscule tout attaché, pour vous identifier et poser directement votre question, mais aussi sur le site de la ville de Martigues et sur le réseau social Facebook, la page officielle de la ville de Martigues. Je vous propose, monsieur le maire, qu'on rentre directement dans le vif du sujet, qu'on commence cette soirée avec une première question qui concerne les nouveaux horodateurs qui viennent d'être installés en ville. On nous demande si les tarifs ont prévu d'augmenter. Alors, d'abord un petit rappel rapide. Il y a dans le centre-ville de Martigues, dans nos trois quartiers, environ 4000 places de stationnement. Sur ces 4000 places, il y en a 700 qui sont payantes. Déjà, ça donne une idée de la masse. Ce qui nous place au regard des villes de notre importance dans une norme très favorable sur le non-paiement des places de stationnement. Voilà, on est nettement en dessous du rapport entre places payantes et sur le nombre de places. Par ailleurs, les places payantes sont au plus près, sont mêlées aux places gratuites. Je pense le quai Général Leclerc, chacun le sait, il y a un certain nombre de rangées de places payantes et puis au plus près du bord de l'étang, la gratuité. Voilà. Sur le tarif des stationnements sur voirie dans le centre-ville, on a désormais, la grande différence, c'est la première demi-heure gratuite. Donc, non seulement là, pour la première demi-heure, on n'augmente pas, mais on baisse puisqu'elle est gratuite. Voilà. Évidemment, on pourra toujours évoluer encore selon les observations qu'on aura. Mais on a voulu figer parce qu'on a longtemps discuté avec les citoyens, puisqu'on devait, je rappelle, avoir des places payantes. On avait envisagé sur le parking Mistral, mais aussi dans le quartier de Lille. On n'a pas retenu ceci, donc on a gardé le statu quo. Et par contre, il y a augmentation du tarif horaire au-delà de la première demi-heure gratuite. Je crois que désormais on passe de 80 centimes l'heure régulièrement, alors que ça devait être 60 centimes précédemment. Voilà. Alors une deuxième question qui nous vient d'un membre de votre conseil citoyen, qui est notre organisme de démocratie participative que vous mettez en place, et qui souhaiterait être informé sur l'avenir du Collège Daumier. Ah, l'avenir du Collège Daumier, en effet, c'est une vraie préoccupation. Voilà. Nous avons appris que, alors que les Martigues possèdent aujourd'hui 4 collèges, je rappelle que il y a une vingtaine d'années, avec 40 000 habitants, Martigues avait 5 collèges. Et puis, chacun se souvient de l'épisode de la suppression du collège Picasso et le fait que 200 enfants de Martigues sont scolarisés maintenant dans le collège de Saussé. Voilà, c'était déjà une première blessure. Aujourd'hui, on nous annonce que, alors que 2 collèges étaient en reconstruction, le collège Pagnol et le collège Daumier,
le conseil départemental n'aurait pas inscrit le collège d'Aumiers dans le plan Charlemagne qui prévoit la réhabilitation, la reconstruction d'un certain nombre de collèges. Ceci nous inquiète beaucoup parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le nombre d'enfants fréquentant nos collèges, parce que celui-ci est en augmentation à partir d'une augmentation du nombre d'enfants dans les écoles élémentaires, et d'autre part, l'enquête de l'INSEE sur laquelle s'appuie le conseil départemental va à l'encontre de cette éventuelle décision. À savoir que la seule ville des Bouches-du-Rhône qui voit sa population scolaire augmenter, il y en a deux, mais Martigues et Salon derrière, qui augmentent considérablement jusque dans les années 2030. Voilà, donc ceci n'est pas très cohérent à nos yeux, et j'ai bon espoir de pouvoir faire entendre la voix de la raison, à savoir une réhabilitation peut-être plus modeste, mais tout autant importante pour que ce collège d'Aumiers continue à donner satisfaction, d'autant que le quartier va se développer, se développe déjà et va se développer avec de l'habitat. Alors, une autre question qui vient d'arriver, vous allez voir, les thématiques sont complètement mélangées ce soir. Celle-ci concerne la cascade, le projet de la cascade. On nous dit, apparemment, il y aura un grand cinéma. Alors, c'est pas apparemment, parce que nous avons désormais arrêté le programme. Et donc c'est passé même, si je ne m'abuse, au conseil municipal. On a, je le répète, sur une parcelle propriété de la ville, on a du logement, du stationnement et des commerces, et enfin un équipement culturel, avec le cinéma Renoir qui va venir s'installer à cet endroit-là, et on aura 3 salles de cinéma, et non pas un seul grand cinéma, mais 3 salles, oui, un grand cinéma Renoir avec 3 salles. Ça c'est la réalité, mais c'est arrêté désormais, oui, et j'espère qu'on pourra inaugurer l'ensemble, y compris les deux, un restaurant, j'espère une belle brasserie-restaurant et un grand commerce, tout à la fin de l'année 2019, plus probablement dans le milieu de l'année 2020. Voilà. Alors une préoccupation maintenant qui concerne la flambée des prix de l'immobilier ces dernières années. On a une personne qui se revendique de la classe moyenne active et qui se dit dans l'incapacité d'accéder à la propriété, malheureusement dans une ville qu'il a vu naître, et demande si un retour au programme d'accession à la propriété communaux est envisagé. C'est un vrai problème dans notre ville, comme dans beaucoup de villes du bord de Méditerranée, et en particulier aussi attractives que la ville de Martigues. Vraiment, j'entends cette question avec beaucoup d'émotion, parce que, en effet, quelqu'un qui est né ici, qui travaille sans doute, et qui a construit sa famille, a envie de pouvoir se loger en propriétaire. C'est tout à fait compréhensible. Aujourd'hui, il faut rappeler que dans les 5 dernières années, la moyenne de production de logements en Martigues est d'environ 400, 410, quelque chose comme ça, tout compris, c'est-à-dire du privé et public au travers des logements sociaux, avec un peu moins de 150 en moyenne logements sociaux, ce qui continue à nous permettre de maintenir le taux de logements sociaux. Pour ce qui concerne l'accession à la propriété, oui, un certain nombre de terrains ont été vendus par la ville à une société qui a été créée à côté de la Semivim, la Sopavim. Le but est désormais, en effet, d'avoir de la construction de logements en accession à la propriété partout sur le territoire de la commune. J'espère que ça pourra donner satisfaction à des jeunes comme la personne qui pose la question. Mais on n'a jamais abandonné ces projets-là. Récemment, il y a eu 15 lots de terrain vendus à l'adresse de Saint-Macaire pour la construction de logements individuels. Il y en a quelques-uns encore, des terrains libres qui seront vendus à Figuerolles, ou également de la construction individuelle pour la vente à Figuerolles également. Donc on n'a pas abandonné, et disons qu'on va un petit peu l'amplifier. Alors on passe à un autre sujet, l'étang de Berre, cette fois avec quelqu'un qui nous dit on a entendu beaucoup de choses ces derniers temps autour de l'étang de Berre. Est-il vrai aujourd'hui que vous vouliez porter la candidature de l'étang à l'UNESCO ? Ah oui, c'est vrai depuis juin 2016, à vrai dire, et nous avons beaucoup avancé dans ce portage. On a créé évidemment une association dite de préfiguration. Nous avons créé un conseil scientifique, nous avons créé un comité des ambassadeurs pour porter cette candidature.
ambassadeurs qui sont animés et portés par un président qui est Robert Guédiguian, le cinéaste bien connu. Et puis nous avons créé un fonds de dotation pour permettre le recueil de fonds nous permettant de porter cette candidature. Oui, elle avance bien. Nous ne mélangeons pas les activités à propos de l'étang. L'étang a besoin d'être défendu. Il l'est par l'ensemble des communes qui le bordent, les 10 communes qui aujourd'hui sont réunies dans le GIPREB, auquel la ville de Martigues évidemment participe, mais qui s'intéressent principalement à la masse d'eau. Voilà, ce qui est très important aussi. Mais nous voulons considérer l'étang de Berre dans sa portée de bien mixte, à savoir un bien naturel, c'est un étang avec une masse d'eau, voilà, unique en Europe, et aussi bien culturel, puisqu'il y a plus de 200 000 personnes qui habitent tout autour de l'étang de Berre, qui habitent, qui vivent, qui travaillent, souvent dans l'industrie, qui se baignent au bord de l'étang de Berre, qui fait de l'activité nautique sur l'étang de Berre, voilà. Et donc, oui, nous voulons le porter, et c'est une belle ambition dans laquelle nous essayons de rassembler le plus de monde possible. Le logement, encore une fois, avec la baisse des financements des HLM, une inquiétude, les quartiers vont-ils se dégrader et la ville peut-elle ou doit-elle faire quelque chose? Oui, alors écoutez, nous sommes très inquiets devant le sort qui est réservé aux bailleurs sociaux dans notre pays, avec des annonces de décisions qui sont très contraignantes, voire très inquiétantes. Vous savez, l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation, qui suivait l'annonce de la baisse des APL de 5 euros par habitant, puis qu'on a voulu compenser en demandant aux bailleurs de baisser leur loyer, etc. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, les organismes de logements sociaux sont en grande difficulté et voient de gros nuages à l'horizon. Ceci pourrait avoir pour conséquence, d'une part, le ralentissement de la construction de logements, qui devrait être à l'inverse de ce dont la France a besoin, d'une part, mais plus grave encore, la baisse de la maintenance et de l'entretien des logements sociaux existants. Nous, heureusement, depuis plusieurs années, on a lancé un grand programme de rénovation et qui parfois est déjà achevé. Je pense à tout ce qui a été fait par l'OGIREM, à Paradis-Saint-Roch, peut-être à Canto-Perdrix aussi, qui est lancé aussi par la Sémivim, avec Paradis-Saint-Roch encore et les 80, mais qui risque d'être un peu en panne pour ce qui concerne 13 habitants, en particulier Notre-Dame-des-Marins. Je suis très inquiet et j'ai lancé avec mes collègues élus et tous les services de la ville un grand moment de confrontation et de proposition pour éventuellement faire que la ville regarde de plus près, même si ce n'est pas complètement de sa compétence, aller se mêler de cette affaire. La question suivante nous vient de Laetitia qui nous demande si vous allez intensifier votre démarche de respect environnemental dans l'offre de restauration en généralisant le repas alternatif végétarien, en proposant des produits bio, en établissant des menus en fonction des saisons et en vous approvisionnant auprès de producteurs locaux. Voilà une question très très complexe, mais une belle question et qui nous préoccupe bien sûr. Oui, on a engagé cette démarche, alors on va l'amplifier. C'est extrêmement difficile parce que la restauration scolaire est soumise à des marchés publics. L'organisation des achats publics par la ville de manière générale, et donc en réalité là pour la restauration scolaire par exemple, est extrêmement compliquée aussi et contraignante. Alors on a par exemple, si on regarde les circuits courts, on ne peut pas avoir toutes les réponses localement. Mais notre intention et notre ambition est en effet d'aller plus loin sur ce chemin et pourquoi pas de continuer ce qui à nos yeux est un peu exemplaire dans notre ville sur la restauration scolaire et son coût surtout pour les familles. Le projet du centre de thalassothérapie de la Couronne est-il abandonné ou seulement suspendu? Non, il n'est à nos yeux, à mes yeux en particulier, il n'est pas abandonné. Il a juste échoué avec celui qui le portait depuis plus de 10 ans maintenant et qui n'a pas un projet magnifique, très ambitieux, qui correspondait il y a 10 ans à
un état des lieux de la thalassothérapie en France, à un état aussi des finances privées, voilà, qui pouvaient nous permettre de réaliser ce magnifique projet. Et puis, ce promoteur n'a pas réussi à trouver les financements. Je rappelle que c'était 28 millions d'euros pour l'ensemble du projet, ce qui n'est pas rien tout de même. Voilà. On ne l'a pas abandonné. On a plusieurs pistes très sérieuses et pour lesquelles, franchement, je garde l'espoir que, si ce n'est la thalassothérapie telle qu'elle était prévue il y a 10 ans, 15 ans, ou encore avant un peu partout, puisse se transformer au minimum en balnéothérapie avec un beau projet. J'espère pouvoir avoir quelques annonces d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Mais ce n'est pas abandonné, non, absolument pas. Et on a envie d'un beau projet porteur à cet endroit de notre territoire. Alors une question maintenant qui concerne le domaine de la santé. Isabelle nous dit que de plus en plus d'enfants sont atteints de retard neurologique ou d'autisme dans la ville de Martigues et se demande pourquoi aucune école spécialisée n'a encore été créée. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors, moi, je ne connais pas d'études ou d'enquêtes qui démontrent qu'il y a de plus en plus d'enfants atteints de troubles neurologiques dans notre bonne ville de Martigues. Bon, je ne suis pas en train de dire ce problème ne nous intéresse pas, ne nous concerne pas. Voilà, mais je veux le ramener à des vraies réalités. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en effet, la scolarisation d'enfants autistes est extrêmement compliquée. Et que la possibilité d'avoir un établissement d'accueil d'enfants comportant ce type de troubles est décidée par le conseil départemental qui en a la compétence, mais également l'ARS qui a son mot à dire, et puis il faut un porteur. Dans une ou deux opérations du même ordre, la ville de Martigues, par exemple, avec la Chrysalide ou avec l'Adré, qui est ici, pas très loin de nous, a pu favoriser l'implantation, en mettant par exemple, à un moment donné, des terrains à disposition. Voilà. Nous sommes prêts à entendre cela si le besoin est reconnu non seulement scientifiquement, mais également administrativement par les instances compétentes. Je répète, conseil départemental, ARS, avec évidemment un porteur possible à trouver. On continue avec une question qui vient de tomber. Bonjour, je voulais savoir si un jour il y aura un bus qui fasse Martigues-Marseille, mais des quartiers nord vers Grand Littoral. Des quartiers nord alors, je ne comprends pas tout à fait bien la question, mais en tout cas, de Martigues à Marseille ou à Aix, il y a en effet désormais des bus accessibles, et y compris par le tarif. Après, franchement, me dire que s'il s'arrête à Grand Littoral ou pas, voilà, j'ai un peu de mal. Est-ce qu'il pourra relier spécifiquement les quartiers nord et Grand Littoral depuis Martigues? C'est pourquoi pas un projet qu'on pourrait porter, mais très franchement, aujourd'hui, alors je ne me défausse pas, mais cette compétence est désormais une compétence qui appartient d'ailleurs en partie à la métropole, en partie au conseil départemental. On peut néanmoins relayer cette demande et cette proposition qu'il y ait en effet un arrêt à un certain nombre d'endroits de la ville de Marseille où peut-être des gens auraient besoin d'aller rencontrer leur famille ou aller dans des espaces qui les intéressent. Alors la question des compétences est justement intéressante pour la prochaine question qui nous demande quels sont concrètement les effets de la création de la métropole sur Martigues. Ah, la question est importante et moi je voudrais la resituer dans ce que sont en train de vivre les communes. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur le ressenti du maire vis-à-vis de cette situation, et du maire et des élus d'ailleurs de manière générale partout en France. Hein. Mais aujourd'hui nous vivons deux éléments fondamentaux et très contraignants pour les communes. 1. Les réformes institutionnelles successives. 2. Les réformes de la fiscalité dont pouvaient bénéficier précédemment les collectivités et les communes en particulier. Pour la première, la réforme institutionnelle, les réformes institutionnelles successives, création des métropoles, on ne va pas revenir, on pourrait faire un sujet uniquement là-dessus, mais la création de la métropole, bon, d'une part,
mais la création et le regroupement de certains, ce que nous n'avons pas vécu ici, mais de certaines régions, réduisant le nombre de régions à plus que 13. Bon. L'idée étant, cette idée galvaudée et exprimée brutalement, de réduire le fameux millefeuille administratif. Eh bien, je peux dire que non seulement on ne l'a pas réduit, mais on l'a multiplié avec la création de la métropole. Si vous saviez comme c'est extrêmement compliqué de faire avancer le moindre dossier, c'est inimaginable. Ce que nous avions envisagé lorsque 90 maires sur 92 opposés à la métropole disaient ces choses-là, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Sauf que ceux qui ont tenu ce cap-là, ils n'ont pas été très nombreux jusqu'au bout à dire à la métropole. Mais demain, nous avons d'ailleurs le Conseil métropolitain avec le vote du budget, on aura l'occasion de dire un certain nombre de choses. Alors, il y a les réformes institutionnelles et il y a les réformes fiscales. Suppression de la taxe professionnelle en 2009, qui faisait tomber une ressource fondamentale pour les communes. Mais on vient d'annoncer la suppression de la taxe d'habitation. Vous savez, même combat, hein, on nous promet le premier jour une compensation par l'État, et on sait très bien ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, l'État dit, et d'ailleurs ne fait que répéter comme un leitmotiv, l'État n'a plus d'argent, donc on va réduire les compensations. Et troisièmement, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui profite désormais à la métropole. Alors les conséquences, elles sont terribles de ces deux points de vue ici pour Martigues. D'une part sur la proximité et sur la gouvernance de ce territoire. Je rappelle qu'il y a un principe républicain qui dit la libre... bon sang, ça m'échappe. La libre gouvernance des communes. Voilà. Aujourd'hui, ce principe, on s'est assis dessus avec la métropole. D'abord sur les décisions et sur la proximité, et deuxièmement sur les moyens des collectivités territoriales. Voilà. C'est très grave ce qui se passe. Le budget du territoire, il est réduit à la portion congrue. Si j'entrais dans les détails, ça serait très caractéristique. Vraiment, on a beaucoup de mal sur le territoire et à mon avis, on n'est pas au bout de nos peines. Concrètement, la métropole prend de l'argent pour être très basique. Elle enlève de l'argent à la ville de Martigues, au Martégot. Ah oui, c'est très clair. Nous avions un budget de la CAPEM, de notre ancienne communauté d'agglomération. Normalement, on devait avoir une dotation qu'on appelle, peu importe, l'état spécial du territoire, c'est-à-dire les finances que désormais la métropole rend à chacun des territoires. Voilà. Il ne fait que baisser. Cette année a été prévue dans la lettre de cadrage pour le budget 2018 une diminution de 20% du budget d'investissement et de 10% du budget de fonctionnement. Voilà, très concrètement, ce que ça veut dire. Ça veut dire fatalement, demain ou après-demain, une baisse très forte de la qualité des services publics qui vont être offerts sur les territoires, sans parler de la baisse des subventions aux associations, dont certaines sont des associations qui assurent vraiment des services publics. Si je pense par exemple à tout ce qui se passe à la Maison de la Formation, si on venait à toucher ça, c'est le service public de l'insertion et de la formation qui serait lourdement impacté. Alors, on reste sur cette métropole qui visiblement concerne les internautes qui nous posent de plus en plus de questions à ce sujet-là. Vanessa nous demande, bon maintenant vous avez toujours dénoncé cette métropole, mais avez-vous déjà fait des propositions pour lutter contre cet organe, la métropole ? Oui, oui. Des propositions, il y en a eu de nombreuses et j'en ferai encore une demain matin en conseil métropolitain parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Moi, depuis le premier jour, j'ai demandé que l'intérêt métropolitain soit revisité et soit défini. On a assisté à toute forme de démagogie avec la création de la métropole. À un moment donné, on a dit à chaque commune, avez-vous des équipements sportifs et culturels à transférer à la métropole? C'est comme si on avait promis le Pérou à certains maires qui se sont engagés là-dedans et qui ont dit ma piscine, mon gymnase, ma médiathèque, mon théâtre, etc. Nous, à Martigues, nous avons dit rien. Parce que la piscine municipale, par exemple, elle est d'intérêt communal, puisqu'elle accueille les enfants, les adultes de Martigues, peut-être un peu alentour, mais bon, elle est principalement d'intérêt communal. Voilà, la médiathèque, même chose, et tous les équipements. Et puis on faisait un point d'honneur à dire ce sont
des équipements qui ne correspondent pas à un transfert de compétences, donc il n'y a aucune raison de demander que d'autres se substituent à nous pour les gérer. Voilà. Nous, on a la prétention, d'une part, voilà, une bonne prétention, mais une ambition aussi de continuer à gérer ces équipements au mieux pour nous. Donc, pardon, je crois que je me suis un peu égaré. La question, vous voulez me la repréciser? La question, c'était, aviez-vous fait les des propositions Alors, le pôle métropolitain proposition de redéfinir ce qu'est l'intérêt métropolitain et les compétences réellement qui sont transférées et d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est la première chose. Sans remonter à ce que nous proposions depuis le premier jour, une coopération métropolitaine et un pôle métropolitain, où on avait dit dès le premier jour, il y a 2 ou 3 ou 4 compétences incontournables, les transports, le développement économique et l'emploi, la recherche et la santé. Voilà. Aujourd'hui, mes propositions, elles sont toujours celles-là. Revenir à ces fondamentaux et laisser les communes gérer en proximité. Vous imaginez que demain, la métropole devrait gérer toute la voirie de toutes les communes de son territoire, mais également les crématoriums, par exemple. Franchement, on ne peut pas laisser ces compétences et se focaliser sur l'essentiel à la métropole, ce qui serait déjà beaucoup. Alors des propositions, il y en a d'autres. Moi, j'ai une proposition d'aller rencontrer avec les présidents des conseils de territoire et le président de la métropole, Monsieur le Premier ministre, pour lui demander de faire évoluer la loi, tout simplement. Comme d'autres l'ont obtenu, je précise. À Paris, sur la métropole parisienne, on a obtenu des choses différentes. Je ne vois pas pourquoi on serait considéré différemment. Et puis la contribution de l'État financièrement, d'une part, et aussi sur la dette. Parce que la dette, elle est colossale pour cette métropole. Plus de 2 milliards d'euros quand même de dette. Je dois dire que le territoire du pays de Martigues n'a contribué dans ces 2 milliards 400 ou 500 millions d'euros que pour quelques millions d'euros. Donc on voit d'où vient le déficit cruel de cette métropole qui va dans le mur telle qu'elle est aujourd'hui. Toujours la métropole, avec éventuellement une répercussion que sa gestion peut avoir directement à Martigues, l'éventuelle augmentation de la navette maritime, du coût du transport pour la navette maritime. Est-ce que demain, si je veux me rendre à Jonquière et que la métropole gère ce service-là, je vais devoir payer maintenant 2-3 euros? Écoutez, pour nous, c'est un petit rappel. Lorsqu'on a créé cette navette maritime, c'était dans l'inquiétude qui naissait des travaux du pont autoroutier, où on s'était dit ça va être catastrophique, donc il faut des parkings d'un côté, de l'autre, une navette, etc. Bon, ça a été moins catastrophique qu'on ne le craignait, mais en tout cas, on a créé la navette et on l'a conservée, gratuite. Aujourd'hui, elle a un succès formidable. Notre ambition n'est pas de la réduire ou de la faire payer, mais qu'elle soit gratuite et qu'elle se développe encore. Voilà, donc la réponse est non. On revient maintenant à la candidature de l'étang de Berre à l'UNESCO et on nous dit, bon, vous dites oui pour l'étang de Berre à l'UNESCO, mais est-ce qu'il est prévu que vous ouvriez la plage de Figuerolles à la baignade? Alors, la ville de Martigues a réouvert, comme chacun le sait, la plage de Ferrières à l'été dernier, l'été 2017, à la baignade. Alors, plus exactement, on a voulu, avec mon ami qui était président du conseil de quartier et notre adjoint Alain Lopez, hélas disparu, il n'aura pas vu ça, et on pense à lui pour ça, voilà, réaménager l'ensemble du quartier de Ferrières, bord de l'étang, c'est-à-dire tout ce qui est la pointe Brise-Lame, le jardin, le parking, jusqu'à la piscine. Voilà, c'est un projet d'ensemble, vraiment, qu'on veut porter. Et l'année dernière, pensant qu'on aurait peut-être des gens qui voudraient aller sur la plage, on avait fait un petit réaménagement avec un apport de sable, d'une part, et également on avait levé l'arrêté municipal d'interdiction de baignade. Vous voyez la nuance, on avait levé l'arrêté, on n'avait pas pris un arrêté permettant de se baigner. Ce qui va être le cas à l'été prochain, vu l'engouement et la qualité. Alors, sur la plage de Figuerolles, eh bien, on peut l'ouvrir à la baignade et on peut se baigner à Figuerolles. On n'est pas encore à envisager un réaménagement parce qu'il n'est pas achevé, évidemment. L'aménagement du jardin, de la plage de Ferrières, la pointe Brise-Lame et la piscine qu'on va créer, 50 mètres découverte. Voilà. Donc, ce plan d'ensemble, on le mène. Si on va se baigner à Figuerolles, on peut. Sur des aménagements à Figuerolles, on le verra un petit peu après.
Alors une question pour le budget de la ville de Martigues cette fois. Est-il vrai que la part du budget alloué aux maisons des quartiers est en train de baisser? Faux, complètement faux. Je ne sais pas d'où peut venir. Au contraire, vous savez, bien au contraire, parce que nous avons deux projets. Tout à l'heure, lorsque nous parlions de l'habitat et de l'habitat social et du recul des bailleurs pour faire face à leurs obligations, moi j'ai envie de prendre à bras le corps deux quartiers. Le quartier Notre-Dame-des-Marins et pour la raison que le bailleur principal a bien du mal à faire face à ses obligations, pour les raisons qu'on disait il y a un instant, et le quartier de Mazepointe parce qu'il est en politique de la ville et normalement traité par l'ANRU. Mais comme j'ai envie d'accélérer un peu le mouvement, alors on va non seulement augmenter les investissements et les moyens de développer des activités dans ces quartiers, mais on va évidemment s'appuyer sur les maisons de quartier. Et puis, s'il fallait encore rassurer la personne qui pose cette question, je rappellerai que d'ici la fin du mandat, on aura reconstruit la maison de quartier de Boudême, reconstruit la maison de quartier de Notre-Dame-des-Marins et agrandi la maison de quartier de Saint-Julien. Voilà, alors si elle a une inquiétude, la personne qui a posé la question, je pense que tout ceci devrait la rassurer très fortement. Alors une autre question, cette fois celle d'Antoinette qui nous dit « mais tout doit se faire par Internet maintenant, moi j'ai 71 ans, il faut m'aider ». Pour écrire cette question, d'ailleurs, je me suis fait aider par ma fille. Est-ce que la ville de Martigues propose quelque chose pour m'aider, du coup, à apprendre ce qu'est Internet, à utiliser Internet, les réseaux sociaux Alors d'abord, je partage la préoccupation d'Antoinette. Elle a raison de se préoccuper, mais en même temps, c'est magnifique parce qu'elle a envie d'aller comprendre et d'aller gagner de l'autonomie. Alors oui, à Martigues, il y a des possibilités. Il y en a deux. Nous avons créé des espaces publics numériques. L'un à la médiathèque, l'autre à la maison de la formation. Alors, nous les avions créés et ils existaient et ils devaient être transférés à la métropole. Et puis la métropole n'en a pas voulu. Pour cette fois, elle a eu raison. Comme ça, ils reviennent à la ville de Martigues. Donc, c'est la ville de Martigues en direct qui gère ces espaces-là. Donc, je répète, à la médiathèque et à la maison de la formation, les deux dans le quartier de Lille. Qu'Antoinette y aille, elle a bien raison de vouloir avancer, vraiment. Alors on reste sur Internet, mais cette fois dans la qualité de connexion. Le haut débit, Marc veut faire du télétravail et il se demande quand arrivera enfin la fibre en centre-ville. Ah oui, la fibre en centre-ville. Alors on a aujourd'hui, oui, c'est une histoire préoccupante. Et on a eu, alors qu'on avait beaucoup d'avance à un moment avec un opérateur, finalement on s'est retrouvé avec du retard. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, chacun pourra se rendre compte qu'il y a un opérateur qui est Orange, qui est en train d'installer des armoires pour, de relais pour l'installation de la fibre. On aura couvert d'ici quelques mois, dans le courant de l'année 2018, les quartiers de Saint-Julien, Saint-Pierre, une partie des Laurons, la Véra, Toussaint-Jean et les rives de l'étang côté nord. Voilà. Donc les choses vont beaucoup s'améliorer dans tous ces quartiers et ça suivra avec Orange. L'autre opérateur qui, avec le câble dans le temps à Martigues, devait aussi apporter de belles réalisations, a fait faux bond, celui-là. On retourne dans les cantines maintenant avec Amel qui nous demande peut-être de savoir si vous êtes inspiré de la ville de Bordeaux qui a élargi son offre alimentaire récemment en faisant des menus quotidiens sans viande, composés par alternance de poissons, d'œufs, avec des légumes et des féculents pour conserver une variété alimentaire auprès des enfants et faire en sorte qu'ils soient en bonne santé. Il nous dit « Et pour nous, Martégo, c'est pour quand ?» Alors, on a déjà des expériences dans ce domaine-là, mais les substitutions, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure sur les circuits courts, etc. On est en train d'avoir une véritable révolution dans l'alimentaire aujourd'hui. On veut parfois des repas complètement végétariens et même on veut parfois aller plus loin que ça, on veut les circuits courts. Bon, le service de la restauration scolaire qui est particulièrement efficient à Martigues
travaille à ces projets. J'espère qu'on pourra répondre positivement, tant pour les circuits courts que pour le bio, que pour les substitutions, dans les mois qui viennent. Voilà, c'est en cours d'études et de réalisation sur des expériences. Mais je crois que on a besoin d'observations de gens comme ceci, autrement dit des usagers, souvent les parents, bien sûr, un peu moins les enfants, quoique pour le goût, ils peuvent, bien sûr, mais avec les parents, et nous avons des comités voilà, d'usagers qui nous accompagnent et nous aident, et en restauration scolaire, c'est le cas. Alors un peu de culture maintenant avec un internaute qui nous dit « Les galeries éphémères, ça marche et ça montre les talents des Martégots. Est-ce que cela sera pérennisé ?» Alors, un peu comme tout à l'heure à propos de la navette maritime. Vous voyez, je fais un détour qui a été créé parce que nous avions vécu une situation donnée compliquée. On a créé la... Là, les boutiques éphémères sont le résultat d'une analyse et d'un constat qui touche d'ailleurs la totalité des centres-villes de toutes les villes de France, même les plus grandes, comme notre grande voisine, Marseille, avec des fermetures de commerce. Parce que le mode de consommation en France s'est transformé depuis quelques années et cette modification s'amplifie. Alors oui, les boutiques éphémères, on les a créées sur des propriétés de la ville, boutiques propriétés de la ville, parce qu'on avait acheté dans le centre-ville des boutiques qui fermaient, ou on avait préempté sur des baux, mais également en demandant aux propriétaires privés qui disposaient de locaux vacants s'ils voulaient bien les mettre à disposition d'artistes. Alors j'ai fait cette proposition, nous l'avons réalisée maintenant depuis 1 an et demi, et bien sûr on va le continuer. Mais si demain nous avions, on ne veut pas se substituer au commerce privé, si demain des gens viennent dans des boutiques créer des commerces, eh bien non seulement ils sont les bienvenus, mais c'est la vocation de ces espaces. Mais les boutiques éphémères, d'une manière ou d'une autre, on maintiendra parce que ça constitue une animation aussi de centre-ville très intéressante et ça donne l'occasion à des artistes aussi de s'exprimer. Très bien. Du sport avec un projet de golf qui existait, dont on a entendu parler il y a un moment à Martigues. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Alors, il est, je dois dire, un peu éteint, ce projet de golf. Mais il y a quelques mois, j'ai sollicité l'adjointe au sport, Eliane Isidore, et la direction des sports, pour le remettre au goût du jour, avec, dans un premier temps, la création d'un practice. Toujours au parc de Figuerolles, hein, bien sûr, puisque c'était l'idée première à un moment donné. Voilà. Il est donc possible qu'on puisse créer un practice déjà dans un premier temps, et puis, si c'était possible, développer le golf, qui est un très beau sport, très intéressant à plus d'un titre. Une question de la jeunesse maintenant, avec Samir qui nous dit « J'ai 25 ans ». On est jeune encore à 25 ans. Hein. Oui. Et l'été à Martigues, c'est vrai, il y a la plage toute la journée, c'est très bien, mais le soir, que se passe-t-il? À quand des soirées animées pour nous, les jeunes, l'été? Alors, on a quelques projets dans ce domaine-là. C'est vrai que l'essentiel est l'été à Martigues, les plages maintenant, puisqu'on a même les plages de centre-ville, voilà, et des animations. On a tenté l'année dernière un concert gratuit, voilà, qui d'ailleurs aurait pu, peut-être a-t-il, ce jeune homme de 25 ans assister à ce concert derrière la halle, en plein air et gratuit, qui a eu un succès formidable. Ceci nous a un peu interrogés et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait développer un peu plus ce type d'animation-là? Alors, on est en train d'y travailler et il y a des propositions qui sont portées par la halle. Ça, c'est le premier temps. Mais, alors, pas pour l'été prochain encore, probablement, mais pour l'été suivant, lorsque, sur la pointe Brise-Lame, on aura complété notre équipement avec un théâtre de verdure, qui certes n'aura pas la portée de celui qu'on avait prévu pour y accueillir le festival folklorique, des cultures du monde, exactement son nom, avec 2000 spectateurs, etc. Bon, donc il est plus modeste, quelques centaines de places qui pourront accueillir des animations l'été. Il restera à trouver les formes d'animation, mais je pense qu'ainsi on répondra de deux façons à la préoccupation de ce garçon.
Une question sur un aménagement maintenant de la ville. On nous demande où en est-on avec les travaux de construction à la place de l'ancienne cave sur l'impasse des Rayettes. Ils sont visibles d'ailleurs, ces travaux. Nicole nous dit qu'il n'avance pas beaucoup et qu'il y a des problèmes également avec le stationnement sur les trottoirs dans cette impasse. Alors Nicole a raison sur toutes les questions qu'elle évoque. Il n'avance pas beaucoup et pire que ça, j'ai bien l'impression qu'il est à l'arrêt. Alors à vrai dire, oui, j'ai appris. Alors ceci est un projet privé, sur un terrain privé, avec un promoteur, voilà. Et en effet, l'entreprise a eu des déboires puisqu'il y a une entreprise qui a fait faillite. Et donc ils sont en train de reprendre langue avec une autre entreprise qui devrait, dès janvier 2018, relancer et reprendre le chantier. D'une part, chantier qui devrait s'achever théoriquement à la fin de l'année 2018. Voilà, on peut un petit peu s'interroger sur ce calendrier. Et quant aux places de stationnement, bien sûr, le président du conseil de quartier, c'est Henri Cambécédès et avec Isabelle Hellé, sont en train de réfléchir. On est en train de voir comment on peut, au moins sur un des 2 trottoirs de l'impasse des Rayettes, faire des avancées très consistantes. Et puis aussi sur les parkings qui sont autour de l'actuel Pôle emploi. On a peut-être quelques pistes là. Mais on le voit aussi, on est en train de reprendre toute la voie qui est le début de l'avenue Escoffier, en bas, qui longe ce projet. Et donc, on a une vue d'ensemble, là, en cours. Les massifs forestiers et les collines, maintenant, avec des incendies qui sont toujours dans la mémoire des Martégots. On nous demande s'il serait possible d'avoir des patrouilles à cheval pour dissuader les éventuels pyromanes ou les causeurs d'incendies par accident. Tout ce qui peut être fait, et déjà beaucoup est fait, et je vais donner quelques chiffres qui vont peut-être faire peur aux contribuables martégots. Beaucoup de choses sont déjà réalisées. Je pense au comité communal des feux de forêt, qui est constitué de volontaires, c'est remarquable, et qui sillonnent nos collines en permanence. Mais je pense aussi aux chasseurs des 2 groupements, la Loutre et les chasseurs de la société de chasse de la Couronne, qui ont un rôle essentiel dans le contrôle, dans l'entretien des espaces boisés. Donc il y a déjà beaucoup. Je pense que, et il y a surtout la contribution des Martégales et Martégots au travers du budget communal au financement du service départemental d'incendie et de secours. La ville de Martigues verse chaque année 5 300 000 € au SDIS pour mettre à disposition les pompiers dans les conditions que nous savons. Voilà, il faut que les Martégales et Martégots comprennent que c'est eux qui payent les pompiers qui sont sur ce territoire. Voilà. Alors, pour en revenir à la question très précise, toutes les forces nouvelles qui voudront se joindre à tous ceux, je n'ai pas parlé du PIDAF, le plan de défense des forêts, toutes les forces qui voudront se joindre sont les bienvenues. Et donc, pourquoi pas cela? Il faudra qu'on interpelle le département pour créer ces brigades. Le gymnase Julien Olive est en travaux. C'est Jérôme qui s'en est aperçu et qui nous demande exactement de quoi s'agit-il. Alors, il y a aujourd'hui un aménagement d'une petite centaine de mètres carrés qui permettra de compléter un peu les équipements de ce gymnase qui est en excellent état, qui est une belle salle, qui a plus de 30 ans. Aujourd'hui, plus de 30 ans, même, oui, bientôt 35 d'ailleurs. Le gymnase Julien Olive, début des années 81, c'était 82, 3 ou 4, voilà, par là. Et donc, il y avait besoin d'agrandir parce qu'il y a de plus en plus de matériel à l'intérieur, parce qu'il y a des sports nouveaux, et en particulier, il y a une salle de musculation qui a été réalisée en lieu et place de la seule salle de réunion qui existait dans le gymnase Julien Olive. Donc on reconstruit à l'extérieur, dans le petit bâtiment d'une petite centaine de mètres carrés, non seulement un espace pour réunion, mais également vestiaire arbitre et point d'eau évidemment. Et puis il y aura encore une petite extension
pour le rangement de matériel. Alors, le web chat va très bien, hein, puisqu'on nous annonce 1300 personnes connectées simultanément en ce moment en train de nous suivre. Moi, je suis assez sidéré de cette opération, on va dire. Écoutez, voilà. en tout cas, on est obligé malheureusement d'écourter aussi, parce qu'on avait annoncé une durée de 45 minutes pour cet échange. On est bientôt au bout, on prévient quand même les internautes, il reste plus que 2 questions. Donc c'est l'avant-dernière question que je vais vous poser maintenant. Elle vous concerne vous, mais aussi évidemment l'avenir de Martigues. On vous demande si vous allez vous représenter en 2020, et si oui, si vous irez jusqu'à la fin de votre mandat, ou si vous imaginez passer la main au cours de ce mandat. Oh, voilà une belle question. Cette question se pose à tout moment, hein, pour un maire. Vous savez, en ce moment, je faisais référence tout à l'heure à la réforme institutionnelle et réforme des fiscalités. Il y a de plus en plus de maires qui en ont assez d'être les maires. Parce qu'ils considèrent que voilà, la gouvernance et les moyens financiers, je n'ai pas parlé des dotations d'État qui diminuent année après année, les maires en ont assez. Je pense que si on continue sur ce chemin, dans une petite dizaine d'années, on n'aura plus besoin d'élus. Je me demande de temps en temps si ce n'est pas ce qui est recherché d'ailleurs. Et le sous-préfet d'un arrondissement pourra gérer les communes de son arrondissement avec les fonctionnaires territoriaux. Voilà. Et ça suffira parce qu'il y aura plus, d'abord, il n'y aura plus de moyens et il n'y aura plus aussi d'indépendance communale ou de relative autonomie. Aujourd'hui, on assiste à une recentralisation massive, très forte, qui vont à l'envers des lois de décentralisation. C'était le bon temps. Voilà. Alors, la question, c'est pour dire la lassitude des maires partout en France à cause de ça. Moi, avec les autres, parce que je suis un peu amer de voir ce qui est laissé comme autonomie aux communes, c'est-à-dire très très peu aujourd'hui. Voilà. Alors, ceci étant, la question, elle se pose aujourd'hui, elle s'est posée hier, elle se pose demain, après-demain, etc. Elle se posera évidemment en 2020. Moi, j'y répondrai, vous savez, j'ai déjà répondu à ce type de questions en juin dernier, enfin un petit peu avant d'ailleurs, au moment des élections législatives, puisque le cumul de mandats demandait à ce qu'on se replie sur un mandat. Donc, si j'avais été candidat à la législative et élu, j'aurais de fait abandonné le mandat de maire. J'ai fait le choix inverse. Voilà. Ceci doit éclairer sur... Et demain, je ferai les choix de la même façon. Alors, j'ai plus plusieurs mandats, j'en ai qu'un. Ce mandat et cette fonction de maire, c'est une fonction magnifique qui demande toute son énergie et tout son temps. Moi, j'ai envie, évidemment, de poursuivre ce chemin, mais 2020, c'est dans 3 ans, on a encore tellement à faire, donc on va consacrer toutes ses forces à ça, et puis le moment venu, on veut rassurer les personnes qui ont posé ce genre de questions, oui, moi je serai prêt à poursuivre le chemin. Allez, c'est la dernière question maintenant qui concerne cette opération, le web chat. On nous dit super ce web chat. Moi, j'habite Croix-Sainte. Et pourquoi ne feriez-vous pas ça ici à Croix-Sainte, un autre web chat dans le quartier de Croix-Sainte? Alors, bon, moi je suis très heureux d'entendre ce que dit cette personne et puis le nombre de personnes qui ont suivi ce temps qui est très très vite passé. Franchement, il y avait un rythme bien soutenu, c'est vrai. C'est un exercice difficile. Voilà, je pensais que cet exercice était très difficile et je me disais, bon, on va le tester, on va voir. Et puis, si à l'issue de cet exercice, d'ailleurs, je me réservais le droit, de dire, désolé, cette question, je n'ai pas les éléments pour répondre comme ça de mémoire et demain ou après-demain, on apportera la réponse. Bon, on n'a pas été dans ce cas, du moins je crois, donc on a pu répondre à peu près. Et donc, franchement, je me disais, bon, peut-être qu'on va le faire une fois et puis après, ça sera fini et on l'aura fait. Bon, non,
c'est passionnant, c'est intéressant et moi j'ai envie de le poursuivre. Je pensais qu'on aurait une durée d'1 heure. On est à 3/4 d'heure peut-être ce soir-là. On s'y approche, ouais, on s'approche de l'heure progressivement, mais c'est pour aussi vous laisser du temps de… Mais moi, franchement, j'ai vraiment envie. Alors je ne sais pas si il faut aller le faire dans un quartier. Après tout, ça peut se réfléchir et s'étudier. Peut-être qu'on pourrait faire avancer encore ce web chat avec du public après tout. Et là, en effet, on pourrait aller dans un quartier. Bon, moi j'ai envie de le renouveler, très sincèrement. Je suis très heureux d'être en contact avec les citoyens. Pour dire très sincèrement le fond de ma pensée, ces outils modernes me surprennent parce que j'ai du mal à penser, à croire qu'ils peuvent intéresser autant de monde. Je vois qu'ils ont intéressé beaucoup de monde. Donc, comme on a envie d'être au plus près des citoyens, vous savez, les citoyens, quand on les aime, on a envie et on n'a pas peur de parler avec eux. Au contraire, tout ce qu'on fait, c'est pour eux. C'est ce qui nous anime. Voilà. Il faut qu'ils en soient persuadés. L'intérêt général et l'amour de la ville de Martigues et de ses habitants, c'est ce qui m'anime. Je crois que ce sera une très belle conclusion. Alors, sachez qu'il reste évidemment beaucoup de questions, que voilà, le temps imparti pour cette première opération WebChat fait qu'on n'a pas pu toutes les poser. Éventuellement, une prochaine fois, recommence. Ça a l'air plutôt bien parti. On n'a que des commentaires, maintenant ce ne sont plus des questions qui arrivent, qui nous disent bravo, merci, extra, merci d'avoir joué le jeu, donc qui vous encouragent, j'imagine, à renouveler cette expérience. C'est avec grand plaisir, vraiment. Donc on vous dit à très bientôt, sûrement, pour un nouveau web chat ici, pour la ville de Martigues.